Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier, en passant par les cryptos et l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. Le but est de rendre accessible à vous le plus de valeur possible en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement, mais aussi à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec ce monde-là. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Mathéo de Demain Rentier sur Instagram. Il est investisseur, spécialiste en petite surface. Il fait aussi du conseil en investissement. D'ailleurs, il a deux sociétés, Vidal Invest, donc société d'investissement, et Homenext, travaux et rénovation d'intérieur. Alors, sinon, la semaine dernière, je vous avais parlé du projet d'achat d'un immeuble. Donc là, on va parler d'autre chose. Comme ça, vous avez un peu mon actualité. Et puis, si je peux donner quelques tips, voilà, c'est aussi le but. Donc, on a le projet de construction d'une maison individuelle. On a, on est presque à l'ouverture du chantier. Mais ce que je voulais vous raconter, déjà, je vais commencer depuis le début, comme ça va être plus simple. Alors, on a trouvé un constructeur de maisons individuelles, on a signé un CCMI, donc un contrat de construction de maisons individuelles. C'est indispensable pour construire une maison. Donc, on a trouvé le terrain avant, bien sûr, d'avoir signé le CCMI, parce qu'en fait, le CCMI, on le signe à partir du moment où on est d'accord avec le prix. Voilà, on a un prix convenu, voilà, pour le projet. Donc, pas de prix pour le projet s'il n'y a pas de projet. Donc, finalement, c'est pour ça qu'il faut le signer après avoir trouvé un terrain. Donc, après, on a eu le financement. On est passé chez le notaire donc, pour l'acquisition du terrain, parce que c'est un peu différent quand tu fais une construction de maison individuelle. Comme la maison n'est pas existante, donc il faut la créer, on achète le terrain, donc on passe chez le notaire et la construction démarre après. Donc, l'ouverture du chantier, c'est après finalement l'acquisition du terrain en lui-même. Donc, après cette acquisition de terrain, le constructeur nous dit qu'il va falloir faire signer un document au voisin. Et ce document-là, c'est un document d'accord pour qu'on puisse, d'accord, hein, A2C ORD, pour, euh, pour qu'on puisse passer donc sur son terrain à lui et pour qu'on puisse même enlever sa haie et enlever sa clôture. Donc, on est allé voir le voisin avec le commercial et le chef de chantier. Non, c'est pas le chef de chantier, c'était une personne, un sous-traitant qui était là. Le voisin avait l'air assez d'accord, mais finalement, un peu après, je l'ai contacté. Finalement, il était plus d'accord. Il avait consulté ses frères et sœurs parce que c'était pour faire court. Il habitait là, mais c'était pas sa maison. Une succession, donc il ne pouvait pas faire les choses sans l'accord des autres membres de la famille. Donc, ils ont dit non. Le constructeur nous a dit, bah, à nous de le convaincre finalement d'accepter. Mais on s'est dit, bon, Roselyne, ma femme, elle a dit qu'elle comprend, parce que finalement, bah, couper une haie qui est là depuis peut-être 20 ans, nous, on n'aurait pas forcément accepté. Donc, elle comprend. Donc, finalement, on essaie de trouver une solution. On appelle le service d'urbanisme de la ville en question. La personne qui est au service d'urbanisme nous dit que ça arrive souvent, ce genre de choses, qu'on soit en limite de propriété. Oui, ah oui, j'avais oublié de vous dire, je crois, qu'en fait, on devait demander l'accord au voisin parce qu'on est en limite de propriété. C'est-à-dire que l'un des pignons, donc l'un des murs de la maison, n'est pas collé à la maison du voisin, mais est à la limite de la propriété. Donc, en fait, voilà, juste après la maison, juste après notre mur, finalement, c'est son terrain. Donc, pour pouvoir passer sur son terrain, eh ben, on ne fait pas n'importe quoi. Et ben, on passe par des papiers, voilà, par des accords. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je reviens à ce que je disais. La personne qui est à l'urbanisme m'a dit que ça arrive souvent. Donc, dans ces cas-là, c'est au constructeur de s'adapter, c'est pas au voisin de s'adapter. Donc, en fait, en gros, on n'oblige pas le voisin à signer un accord. Euh, on va plutôt voir avec le constructeur pour que lui puisse s'adapter à la situation. Et donc, c'était un peu compliqué parce que eux ne comprenaient pas que le voisin ne veuille pas. Donc, ils ont dit finalement, c'est au voisin de s'adapter. Et finalement, si on réfléchit, ben, le voisin est là depuis plusieurs années. Donc, pourquoi ce serait à lui de s'adapter? Parce que nous, finalement, on vient, entre guillemets, après. Donc, pourquoi on viendrait l'embêter? Donc, ça, c'est une petite aparté.
Euh, donc voilà, donc ça a pris plusieurs mois. Ils sont venus à la charge, aller voir le voisin pour son accord. Le voisin a redit qu'il n'était pas d'accord parce que entre-temps, on leur avait dit que nous, on n'allait pas aller à la confrontation avec le voisin. Donc, c'était à trouver une solution. Donc, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était d'aller voir le voisin pour lui reproposer ce qu'on leur avait déjà proposé, ce qu'on lui avait déjà proposé. Donc, il a encore refusé. Et là, je vous le fais court, hein, parce que si je fais la totalité je raconte la totalité de l'histoire, là, on peut faire un épisode dessus. Finalement, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est monter le mur. Et en montant le mur, par exemple, un rang de parpaing, un deuxième rang de parpaing, il y a une personne qui va venir faire le crépi à la main par-dessus le mur. Donc, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est compliqué d'expliquer sans support visuel. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça va être fait à la main. Ça va être fait sans passer sur le terrain du voisin. Donc, c'est une solution qui a été trouvée. Et finalement, il nous disait qu'ils n'avaient pas de solution à nous apporter, mais en réfléchissant, ils ont trouvé quand même une solution. Donc, ce qui est très bien. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que ceux qui ont un projet de construction de maison individuelle, alors, avant l'achat du terrain, donc avant l'achat effectif du terrain, avant la signature du CCMI, avant tout ça, mais demandez aux constructeurs si eux, ils ont fait la démarche auprès des voisins, du ou des voisins, si vous êtes en limite de propriété. Et s'ils ne l'ont pas fait, demandez-leur le document pour que vous-même, vous alliez voir le voisin pour tâter le terrain, pour voir si le voisin sera d'accord ou pas, pour que vous passiez sur son terrain pour par exemple, faire le crépi. Et s'il n'est pas d'accord, voir avec le constructeur s'il a une solution à apporter à ça. Auquel cas, vous ne signerez pas de CCMI et puis vous irez peut-être sur l'achat d'un autre terrain. Mais il vaut mieux acheter un autre terrain plutôt que d'entrer dans des procédures. Parce que dans notre cas, s'il n'avait pas trouvé de solution, il aurait fallu faire des procédures judiciaires euh, contre le voisin. Et franchement, c'est pas le but quand on construit une maison, finalement, c'est quand même pour être tranquille. Donc, c'est pas le but d'aller embêter les voisins et surtout pas d'aller les mettre devant des négociateurs ou devant la justice, devant des juges. Donc, c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà. Donc si vous êtes dans cette situation où vous serez en limite de propriété, bien vérifier que tout a été fait et que l'accord a été demandé au voisin. Et si ce n'est pas le cas, faites-le vous-même. Et si le voisin refuse, voyez comment la situation peut évoluer. Et s'il n'y a pas de solution, partez sur un autre projet. Voilà. En tout cas, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire. Bon, alors, je vous laisse. J'ai terminé avec cette histoire, hein. Et je vous laisse en compagnie de Mathéo pour cet épisode. Et je vous retrouve juste après le jingle. Salut Mathéo, comment tu vas? Super, et toi? Merci de Moi, ça va m'accueillir très bien. dans ton podcast. Merci d'avoir accepté, hein, parce que tout le monde n'accepte pas, tout le monde ne veut pas Ah, passer sur un podcast et raconter un peu son parcours. Donc, c'est merci pour ça. dommage. Bah, de rien, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à partager et c'est vrai que si j'en suis arrivé là, c'est parce que d'autres ont partagé et c'est important de faire continuer à donner toutes ces informations et créer un cercle vertueux dans notre société. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te poser une question que Yes, j'aime bien poser. C'est ok. en fait, bon, ceux qui écoutent, et qui ne te connaissent pas encore, ils connaissent pas encore ton parcours. Mais je vais quand même te poser la question. Si quelqu'un qui te connaît, qui connaît ton parcours, il dit ce que tu as fait, tout ce que tu as fait jusqu'ici, c'est de la chance, tes investissements, c'est que de la chance. Moi, je ne peux pas faire la même chose. En fait, c'est que de la chance. Qu'est-ce que tu réponds? C'est bullshit. Pourquoi? Déjà, c'est du travail. Je suis pas un vendeur de rêve, c'est-à-dire je vais pas dire vous pouvez devenir rentier en 6 mois et générer X revenus et être rentier et ne rien faire. Pour le coup, c'est du travail. Après, en ayant certaines informations et en étant bien accompagné, ça permet aussi d'éviter des erreurs. Mais voilà, comme chacun, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mes premiers investissements, sur tout en règle générale. Et aujourd'hui, les personnes que je peux aider ou accompagner, ce qui est bien, c'est que du coup, ça leur évite ces erreurs-là.
Et non, non, je te confirme que il faut bien sûr de la motivation et le plus important, c'est être dans l'action. Parce que je connais beaucoup, beaucoup et même trop de gens qui parlent, qui veulent faire tel projet, mais qui sont jamais dans l'action. Moi, j'avais fait une école de commerce où j'avais fait un master entrepreneuriat. Et dans ce master entrepreneuriat, ça me fait marrer parce que bah, quasiment aucun ont entrepris. Pourtant, pendant cette année-là, tout le monde lançait des idées de sujets. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est triste aujourd'hui parce que beaucoup de gens ont peur d'être dans l'action, alors qu'au final, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'action, vous faites quelque chose, soit ça passe, tant mieux, soit ça ne passe pas, bah, ça vous permet de l'améliorer pour le refaire encore mieux. Et c'est important aussi de ne pas faire cette erreur, mais aussi de connaître l'erreur à travers une autre personne pour éviter de la faire soi-même. Et c'est la différence entre être intelligent et être sage. Sage, c'est lorsqu'on arrive à éviter cette erreur en ayant un maximum d'informations. Et l'intelligence, c'est savoir du coup résoudre cette erreur et répondre à cette erreur. Mais c'est important de bien s'entourer, de rencontrer beaucoup de personnes et d'écouter surtout parce que là, aujourd'hui, c'est un podcast, donc c'est plus moi qui vais parler, mais c'est important aussi d'écouter l'expérience de chacun, même si, par exemple, l'autre personne n'a levé que deux appartements, rien que son histoire et ce qui a pu arriver comme galère, même si sur une heure, il n'y a pas grand-chose que vous apprenez, il peut avoir ou une ou deux informations qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être exploitées directement pour tes investissements ou le projet entrepreneurial. Et c'est important pour le coup de s'enrichir des gens et bien de les écouter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui n'écoutent pas assez. Et ça, c'est un point qui est important, en tout cas à mes yeux. Ok, très bien. Merci. Merci pour De ton rien. réponse. Alors, pour qu'on te connaisse un peu plus, dis-moi d'où tu viens. Alors, je viens du 9-4, Mhm. 94, Mhm. Val-de-Marne, Oui, une petite ville qui s'appelle Charenton-le-Pont, oui. dans le 94. Et Mhm. j'y ai vécu toute ma jeunesse, enfance, début de vie active. Et là, j'ai déménagé en colocation avec un ami dans le 5e arrondissement. Donc, c'était un peu la galère d'ailleurs pour trouver cet appartement. On a dû se faire passer pour un couple gay pour avoir cet appartement. Mais en règle générale, c'est comme ça aussi dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas filou et si vous n'essayez pas de trouver des solutions à chaque problématique, ça sera compliqué d'avancer. Et c'est un exemple typique. Faut savoir être malin et rusé dans la limite, bien sûr, du légal. Mais si vous voulez des choses, il y a des solutions pour tout. Après, voilà, il faut s'en donner les moyens. Ok, très bien. Ok. Et alors, est-ce que tu veux parler un peu de ton parcours? En fait, Ouais, tu fais un peu comme tu veux, soit tu parles à partir de ton enfance, soit ben, comme tu veux. Voilà, dis-moi, dis-nous ok. un peu, voilà. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter comment je suis arrivé dans l'immobilier. En fait, j'avais fait en deuxième année d'école de commerce mon premier stage de 6 mois. C'était une entreprise de street marketing où j'étais assistant chef de projet. Je devais accompagner les, les marques dans leur prospection et également dans leur campagne de communication dans la rue, tout simplement. Donc, en général, c'était distribution de flyers. Et pendant ce stage, pendant le mois de juillet et août, on venait sortir du mois de juin en 2016 de la Coupe d'Europe, où là, c'était Ouais. super ambiance, je m'étais amusé, etc. Et là, j'arrive juillet-août, du coup, 9h, 18h à travailler, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que juillet-août en événementiel, c'est la période la plus creuse de l'année. Et c'était terrible parce que je demandais s'il y avait des choses à faire. Et il me disait que malheureusement, il n'y avait rien. Du coup, il me donnait des PPT, enfin des PowerPoint à faire par-ci, par-là. Et là, c'était terrible. Je sentais vraiment l'impression d'être derrière un bureau pour rien et de donner mon temps contre de l'argent. Et c'était à la même période, il faut savoir que je suis pour l'Olympique de Marseille, l'OM. Et à cette même période, il y a Frank McCourt, un milliardaire américain, qui rachète le club. Du coup, je me renseigne un peu sur lui et je vois que il avait fait fortune dans l'immobilier, notamment parce que sa stratégie, c'était lorsqu'il avait un club, lui, il a eu notamment les Dodgers, il rachetait énormément d'immobilier tout autour du stade, notamment des parkings. Et une fois qu'il revendait le club, même s'il revendait le club et qu'il faisait une plus-value, il gardait tout ce qui était l'immobilier autour. Et c'est comme ça qu'il se faisait
un à patrimoine et qui s'enrichissaient. Et du coup, là, je me dis, putain, l'investissement dans les parkings, c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, je me suis intéressé sur l'investissement des parkings. Je suis tombé sur quelques vidéos. Je trouvais ça hyper sympa. Et notamment, une vidéo et une interview d'une personne qui faisait de la colocation moto. Et là, je me dis, mais c'est exceptionnel, acheter une moto, enfin, acheter une place de parking vraiment toute moche où personne ne veut parce que c'est trop petit pour une Twingo et la valoriser et la reconfigurer pour du coup l'exploiter et la diviser. Je me suis dit, mais c'est exceptionnel. Du coup, j'ai commencé à faire mes recherches, etc. pendant cette période-là. Et j'ai acheté ma première place de parking qui était dans le 11e arrondissement. Le 11e, c'est un quartier qui est intéressant pour tout ce qui est place de parking pour moto. Pourquoi? Parce que c'est un quartier bobo où des personnes ont souvent des belles motos. Il faut savoir que lorsque vous adressez à des motards, en général, c'est des hommes entre 25 et allez, 40. Et c'est des personnes qui, du coup, recherchent absolument une place de parking moto et ils préfèrent louer 50 euros par mois qu'acheter une place de parking à 20 000 euros pour une seule moto. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. Et de toute façon, en immobilier, vous faites de l'argent quand c'est du gagnant-gagnant, immobilier ou entrepreneuriat ou en règle générale dans la vie. Du coup, je fais ce premier projet, une place toute moche où pour une voiture, c'est un peu galère de se garer, etc. Je la divise en quatre, quatre motos, c'est 48 euros par place, donc 192 euros par mois. Ça marche hyper bien. Pour ce premier projet, j'utilise du coup de mon argent personnel, de l'épargne que je m'étais constitué, parce qu'il faut savoir que je travaillais chaque été depuis plus jeune. Mes parents, pour le coup, sur le moment, j'étais pas trop ravi quand ils me forçaient, on va dire, à travailler l'été. Et au final, c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis déjà de connaître la valeur de l'argent et du travail, de l'effort. Et ça m'a aussi permis de mettre de l'argent de côté. Et pour le coup, quand vous travaillez pendant un mois et après vous partez en vacances, vous profitez vraiment plus des vacances quand c'est comme ça. Mais bon, c'est l'être humain qui est comme ça. Et du coup, pour ce projet, j'utilise de l'apport personnel et j'utilise aussi un peu de Love Money où ma mère me prête un peu d'argent. Donc, ça se passe très bien, etc. Première opération. Et là, je me dis, bah, autant en faire une deuxième. Pour la deuxième, malheureusement, j'avais plus forcément les sous disponibles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prêt à la consommation. C'était aussi une deuxième place qui était dans le 11e arrondissement, juste à côté du premier parking. Et pareil, là, c'était en division en trois places pour moto. Donc là, ce qui était bien, c'est que ça s'autofinançait avec le crédit à la consommation. Il faut savoir que je suis allé voir des banques parisiennes dans un premier temps et elles m'ont toutes refusé. Elles m'ont dit, mais ça, faut pas commencer par un crédit à la consommation. Le mieux, c'est que vous attendiez de ne plus être étudiant et de finir votre école pour ensuite faire des prêts. Donc là, à ce moment-là, j'avais 23 ans et je me prenais des refus, sauf que moi, j'étais motivé et ça me saoulait parce que je tombais vraiment sur les clichés des banquiers qui connaissent rien et qui veulent faire un peu les papas ou les mamans à vous conseiller comment investir, alors qu'en vrai, je sais très bien qu'ils n'y connaissaient rien, quoi. Et surtout, pour le coup, quand on a un business model et qu'on est sûr de ce business model, il n'y a rien qui vous arrête. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir du côté de ma mère, je suis breton et je suis allé dans un petit village en Bretagne pour du coup demander un crédit à la consommation. Et là, à l'inverse, la personne était hyper ouverte. Elle me dit, ah, c'est un super projet, Mathéo. D'habitude, les personnes qui viennent me voir pour un crédit à la consommation, c'est pour acheter une voiture, acheter une télé, acheter voilà, un produit de consommation et surtout un passif. Et là, c'est pour un actif. Et franchement, j'étais hyper ravi que la personne soit enfin et que je tombe enfin sur quelqu'un qui comprenne ce que je recherchais et surtout l'intérêt d'investir dès maintenant avec un prêt à la consommation. Et du coup, j'ai acheté cette place. Pareil, ça a très bien marché. Et le truc, c'est que les parkings, c'est très bien, mais après, l'étape d'au-dessus, c'est les appartements. Et pour ça, du coup, j'ai fait des formations sur l'immobilier, je me suis renseigné, etc., en même temps que mes études. Et j'arrive du coup en cinquième et dernière année, et là, il me faut un stage de 6 mois. Ce que je fais du coup, c'est que j'avais fait un séminaire QLRR, Quitter la rat race de Cédric Anissette. C'était hyper intéressant et il y avait un stand, une entreprise d'investissement locatif qui fait du coup de l'investissement clé en main, qui était là. Du coup, je suis allé voir la RH pour proposer mes services, comme quoi voilà, je souhaitais apprendre à investir, etc. J'avais déjà investi, donc j'ai pris un rendez-vous avec elle.
Ça s'est bien passé et du coup, je suis devenu chasseur dans cette entreprise en tant que, à la base, c'était pendant 6 mois, c'était en tant que stagiaire. Du coup, j'étais assistant chasseur. Ouais. Et par la suite, comme j'étais pas mauvais, au bout de 6 mois, on m'a pris en CDI et je suis devenu du coup chasseur sur le Val-de-Marne, Ouais. 94, comme c'est ma région, je connaissais très bien, que ce soit Charenton, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, etc. J'ai des amis qui sont un peu partout là-bas, donc je connais très bien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier. D'accord. Et au bout de ces 6 mois de stage, enfin le Graal, le CDI. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à investir. Ok, super, hein. Et si on rebondit un peu sur ton dernier post, tu sais, sur ta page Insta, donc en fait, c'est Demain Yes, Rentier, hein, je le dis exactement. pour les auditeurs. Tu dis que tu as investi avec un SMIC. Donc, parle-nous un peu de ça. Exactement. Alors en fait, la rémunération en tant que chasseur, c'est comme si on était un VRP, un commercial, c'est-à-dire on gagne le SMIC, Ouais. donc même un peu moins que le SMIC. Et lorsque l'on fait un tir, c'est-à-dire que l'on trouve un appartement, on touche un variable là-dessus. En règle générale, j'étais quand même plus au SMIC et de temps en temps, j'avais du coup du variable, mais en moyenne, j'étais à 1 800 € par mois, ce qui n'est pas forcément énorme. Par contre, l'avantage, c'était qu'en tant que chasseur, un, quand je trouvais un appartement pour un client qui était intéressant, je pouvais lui donner. Mais quand Ouais. c'était une grosse pépite, je pouvais le prendre pour moi. Et ça me libérait du temps que je pouvais exploiter du coup pour mes projets perso. Et tout ce que je faisais, c'était pour l'entreprise, mais aussi à titre perso. Je travaillais mon branding. Ouais. J'ai créé une société qui s'appelle du coup Vidal Invest. D'accord. Il faut savoir que je me présentais toujours en tant que Vidal Invest. Et grâce à ça, du coup, j'ai pu travailler ce branding et me faire connaître du coup sur tout le Val-de-Marne. Donc, même Val-de-Marne 93, 92, parce qu'après, petit à petit, en fonction des biens, bah, on se Ouais. déplace et on rencontre des gens. Donc, j'avais un moment 342 apporteurs d'affaires. Là, j'en ai perdu un peu de vue parce qu'en plus, avec l'immobilier, le Covid, etc., il y a eu pas mal d'agents immobiliers qui sont partis, etc. Mais du coup, oui, j'ai pu investir avec cette somme-là. Et de toute façon, il faut savoir que la plupart des personnes veulent toujours gagner plus et attendent de gagner plus pour pouvoir investir. Le souci, c'est que lorsqu'une personne gagne plus, elle va vouloir aussi consommer plus, avoir un plus bel appartement, acheter le nouvel iPhone, etc. Il faut savoir que avant de vouloir gagner plus et demander une promotion, le fait de faire un sorte de petit audit pardon, de vos charges, de ce que vous dépensez, c'est hyper important. Et malgré le fait que je gagnais pas non plus énormément, je faisais hyper attention à mes dépenses. Je suis pas parti, par exemple, en voyage à l'étranger pendant 2 ans. J'ai aussi une chance qui peut être considérée comme une malchance, c'est qu'il y a eu le Covid pendant cette période. Du coup, forcément, j'étais moins tenté parce que bah, les Ouais. restaurants, les voyages, etc., c'était fermé. Donc ça aussi, ça aurait pu être, pour beaucoup de personnes, c'est perçu la période du Covid et du confinement comme, euh, comme un inconvénient, mais au final, ça m'a permis de moins dépenser et de Ouais. pouvoir justement créer pas de l'apport, mais créer d'épargner pour montrer aux banques que voilà, j'ai des muscles et que je sais épargner et que je sais épargner comme un bon père de famille. Et c'est important de savoir épargner. Ouais. Et il y a un livre que je conseille, c'est cliché, je vais rien apprendre à tous ceux qui se connaissent déjà en éducation financière. Et le livre Père riche, Père pauvre, ça résume exactement ce que je viens de raconter, c'est-à-dire d'avoir une bonne éducation financière. Et typiquement, pour avoir fait une école de commerce ou même au lycée, c'est le genre de choses qu'on devrait vous apprendre dès le plus jeune âge. Parce que je connais j'ai des amis qui gagnent 3500, 4500. Ils ont beau gagner énormément, à la fin, je suis plus riche qu'eux parce que je sais, au final, la richesse, c'est les personnes qui savent garder X euros à la fin du mois et pas ce que vous gagnez au début. Et ces D'accord. amis-là, malheureusement, ils dépensent tout. Et savoir garder X%, par exemple, épargner 20% de son salaire pour pouvoir l'investir et après créer un cercle vertueux, ça vous offre un peu plus de liberté par la suite. Mais voilà, c'est le problème de l'être humain, c'est qu'il veut tout de suite. Et certaines personnes ont du mal à avoir une vision long terme. Et ça, j'ai des défauts, mais pour le coup, la vision long terme, ça, j'arrive à l'avoir. Après, il faut aussi savoir profiter. Maintenant, j'ai pu pas mal investir. J'essaye aussi d'en profiter, de me faire des petits plaisirs de temps en temps. Il faut un juste milieu parce que c'est vrai que toujours faire attention à ses dépenses, au bout d'un moment, on
n'a qu'une envie, c'est aussi de profiter. Et c'est vraiment un juste milieu qu'il faut essayer de trouver par la suite entre se faire plaisir de temps en temps, mais aussi savoir épargner. Très bien. Avant de parler un peu de tes investissements autres que les parkings, dis-moi, parle-nous un peu de Vidal Invest. Tu veux en parler ou pas? Mmh. Ouais, pas de souci. Alors, Vidal Invest, en fait, c'est une société d'investissement que j'ai créée. Donc, c'est vraiment pour travailler mon personal branding. Ouais. Je me présente toujours en tant que Vidal Invest auprès de mes apporteurs d'affaires. Donc, quand je dis apporteurs d'affaires, c'est des agents immobiliers. Vidal Invest, c'est la société avec laquelle, du coup, j'ai investi en louer meublé non professionnel et par la suite, je suis du coup passé en louer meublé professionnel. Ouais. Euh, en fait, avec cette société, c'est vraiment pour revitaliser le patrimoine français, acheter des appartements qui sont vraiment tout moches, avec beaucoup de travaux, pour ensuite faire des travaux, créer du coup du déficit foncier pour pouvoir amortir et créer également de la rentabilité. Et du coup, j'ai fait ça sur plusieurs opérations, principalement du coup le Val-de-Marne, comme c'est là que j'ai un réseau d'apporteurs d'affaires et que ça marche en règle générale en off-market ou quand c'est directement avec des agents immobiliers que je ne connais pas, le fait d'avoir travaillé ma marque personnelle et lorsqu'ils vont sur Google et qu'ils voient que je suis voilà très pro, que j'envoie un SMS quand je suis arrivé, un SMS pour remercier après la visite, ça paraît bête, mais parfois ça se joue sur des détails et tout simplement être sympathique avec les gens. Après, ça, c'est pas une pièce de théâtre, mais il faut juste être soi-même et créer du lien. C'est ça qui est bon en immobilier aussi, c'est que tout le monde peut réussir. Il faut juste savoir créer du lien. Et Ouais. c'est ça que j'aime bien dans l'immobilier, c'est que tout le monde peut se lancer là-dedans. Ouais. C'est assez facile d'accès. Après, bien sûr, il faut savoir épargner et il faut avoir bien sûr des bases pour se lancer dans l'immobilier. Mais voilà, en gros, avec Vidal Invest, j'accompagne aussi des, des clients sur leur projet d'investissement. Là, en ce moment, j'ai quelques clients qui recherchent avec chacun des critères de recherche des appartements, principalement sur Val-de-Marne, puisque c'est là que je connais. Après, j'ai quelques apporteurs d'affaires sur le 92 et sur le 93. Mais voilà ce que je fais principalement. Investir à titre personnel avec la société. Et deux, chasser du coup pour des clients qui souhaitent investir et qui n'ont pas forcément le temps de passer de passer du temps pour euh, chasser et trouver et sourcer les bons biens. Et moi, je les accompagne vraiment de A à Z là-dessus et après pouvoir se créer un patrimoine et une rentabilité par la suite. Ouais. Donc c'est pour ça que tu parles des petites surfaces sur ton compte Insta. Ça? Exactement. Moi, j'ai une stratégie à la Gilles Grimm. Je sais pas si tu connais. C'est Ouais. un investisseur qui, lui, pour le coup, c'est un ancien. Sa stratégie, c'est bête et méchant, c'est acheter des petites surfaces et d'en Ouais. enchaîner. Ouais. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Ouais. Quand je dis petite surface, studio entre moi, c'est en général, c'est des studios de 15 mètres carrés et des T2 de 23 mètres carrés. Et typiquement, ce qui est intéressant avec des petites surfaces, premièrement, c'est que c'est facile à financer. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, on est entre 100 et 120 000 euros et c'est plus facile d'aller voir une banque en demandant 100, 120 000 euros que arriver avec un projet de colocation, même si c'est plus rentable. Ouais. Deuxièmement, c'est le produit parfait pour débuter. Moi, j'ai commencé avec des parkings, mais après, j'ai commencé avec un studio. Certains, parfois, quand j'accompagne des clients, ils veulent faire un immeuble de rapport directement, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'un immeuble de rapport, c'est des revenus élevés, mais c'est Ouais. aussi des travaux élevés. C'est un prix d'acquisition pas forcément élevé, mais souvent des travaux élevés. Ouais. Et mieux vaut commencer petit dans la vie en général Exactement. et grandir petit à petit plutôt que commencer à vouloir faire un immeuble de rapport, parce que c'est vrai que sur le Instagram game, tout le monde Mhm. parle d'immeubles de rapport, Ouais. investir dans la Creuse, etc. Ouais. Sauf que ce que je conseille, c'est d'investir petite surface, mais dans une localisation liquide et surtout plus patrimoniale plutôt qu'aller dans un endroit où, certes, vous achetez pas cher, mais il n'y aura pas une valorisation du patrimoine dans le futur. Mhm. Et ce qui est intéressant aussi sur les studios, c'est que c'est des produits qui sont rentables, très rentables. Pourquoi? Parce que lorsqu'on achète un appartement et une petite surface, on cherche à maximiser le rapport superficie-loyer. Et c'est pour ça que plus vous allez sur des petites superficies, plus le prix au mètre carré va être élevé parce que vous avez le meilleur rapport superficie-loyer. Et c'est pour Ouais. ça que le studio, c'est le produit que je conseille à tout le monde pour débuter parce que vous ne prenez pas un risque énorme
Et si vous êtes sur un 15 mètres carrés, vous êtes en général à 1000, 1200 euros du mètre en fonction de la qualité de la rénovation que vous souhaitez mettre en place. Et c'est le meilleur rapport pour moi entre rentabilité et croissance du patrimoine. Et si vous voulez revendre votre bien, il faut savoir que les studios, ça se revend très facilement parce que c'est un produit d'investissement. L'inconvénient, c'est que c'est un produit qui est plus fait pour les investisseurs. Il n'y a pas, en règle générale, un jeune actif qui va acheter un studio pour vivre, hormis s'il est très bien placé. Alors qu'avec un T2, en règle générale, vous offrez deux portes de sortie. Premièrement, les investisseurs et deuxièmement, un jeune couple de jeunes actifs un couple de jeunes actifs qui souhaitent, par exemple, acheter sa résidence principale, où là, vous pouvez jouer plus sur l'effet coup de cœur et du coup revendre un peu plus cher votre bien. Mais oui, petite surface à la Gilles Grimm, c'est hyper efficace et c'est ce que je conseille en tout cas. Après, chacun a ses stratégies. Moi, je connais pas le reste, donc je vais pas essayer d'en parler, mais je sais que j'ai d'autres amis investisseurs qui font cette même stratégie et ça marche très bien. Il y a aussi la stratégie de la découpe où au lieu d'acheter un seul appartement, vous en achetez deux d'un coup et vous les divisez pour faire deux petites surfaces. C'est les produits sur lesquels maintenant je vais le plus. Pourquoi? Parce qu'en une recherche de financement, vous n'avez pas un appartement, mais vous en avez deux. Donc, c'est plus compliqué à lever, c'est plus compliqué à trouver. Mais voilà, on n'a rien sans rien dans la vie. Si on ne travaille pas et si on n'est pas motivé, c'est pas les affaires qui viennent à vous, c'est vraiment à vous de se créer ces opportunités. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un réseau d'apporteurs d'affaires qui me contactent en off-market, donc ils peuvent m'envoyer les biens directement. Mais voilà, ça, c'est un réseau, il faut toujours le travailler, ne pas hésiter à prendre des nouvelles de temps en temps. Pour Noël, par exemple, offrir des bouteilles de champagne si vous avez fait des projets avec ces personnes, envoyer des mots, envoyer si c'est leur anniversaire. Enfin voilà, après, c'est hyper important de travailler le réseau que ça soit en immobilier, mais en règle générale dans la vie. Un truc con que j'ai refait il y a pas longtemps, j'ai remis mes notifications Facebook pour les anniversaires et je souhaite les anniversaires à mes amis Facebook. Donc c'est old school, mais ça permet de garder contact avec ces gens. Et on ne sait jamais, parfois, ah, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je fais dans l'immobilier. Ah, bah, justement, je recherche un appartement ou ah, je veux faire des travaux de rénovation. C'est comme ça dans la vie. Il faut prendre du temps. Il Ouais. faut se prendre du temps pour se constituer son réseau. Mais pour le coup, c'est le plus important. Et de toute façon, les relations humaines, c'est un point qui est hyper important, en tout cas à mes yeux, euh, de rencontrer des gens, de parler. Et après, chacun est différent par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors, et donc, si on continue sur, sur l'investissement, forcément, c'est le thème. Ouais, Alors, tu parles d'1 300 000 passés même d'investissement. Donc, exactement. parle-moi un peu de, si tu as envie de parler du premier investissement Ouais, ou de parler de tous les investissements, peu importe, un peu comme tu veux, dans le sens ouais. que tu veux. Voilà. Alors, au total, j'ai du coup 10 lots que j'ai achetés en nom propre, mais également en société. Donc, le premier projet que j'ai fait, c'est là où j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il m'est arrivé aussi pas mal de galères. Alors, le premier, c'est un studio de 15 mètres carrés à Villiers-sur-Marne. Pour le coup, une opération qui était intéressante. J'avais touché à 75 000 euros le studio. Beaucoup, beaucoup de travaux de rénovation à faire avec beaucoup d'humidité. Et cet appartement, je l'avais exploité en location longue durée. Et dernièrement, je l'ai mis en location courte durée. Et pour le coup, ça fonctionne du feu de Dieu. La location courte durée, c'est impressionnant comme on a l'impression que ça ne marche que à Paris. Mais au final, sur tous mes appartements que j'ai en location courte durée actuellement, j'ai des Chiliens, des Suédois, des Croates, des Américains, des Norvégiens. Enfin, c'est impressionnant de se dire, il y a tous ces pays du monde qui viennent dans une petite ville de banlieue dans le 94. Et c'est là que, voilà, parfois, il faut éviter de se mettre des barrières mentales et essayer des choses. Et parfois, ça marche, parfois, ça marche pas, mais au moins, il faut essayer. Donc, sur ce premier projet, il m'est arrivé une énorme galère. J'ai eu mon artisan. On était pendant le confinement. Confinement, du coup, beaucoup d'entreprises du bâtiment qui ne travaillent pas. Et mon architecte m'envoie un SMS. Salut Mathéo, juste pour te dire que euh, du coup, ton artisan ne pourra plus travailler sur ton chantier. Sauf que j'avais déjà payé mon premier acompte. Donc là, il avait commencé la démolition, euh, poser l'isolation, etc. Et j'ai payé le deuxième acompte. Et là, il m'envoie ça. Et là, je me dis, attends, j'ai payé au total 16 000 euros. Euh,
enfin, je sais plus, non, c'était pas 16 000, c'était 10 000 et quelques. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle m'a raconté que, bref, il a eu des problèmes, etc., notamment à cause de la trésorerie et que du coup, il a dû déposer le bilan. Et voilà, j'étais dans la merde, comme on dit, parce que je devais finir, je pouvais pas réclamer cet argent parce qu'il faut savoir qu'un devis ne vaut pas contrat. Donc ça, Mhm. c'est quelque chose que j'ai mis en place par la suite grâce à un avocat. Chaque Mhm. fois que je signe un devis, c'est comme si c'était un mini contrat pour me protéger en cas de problème. Mais ça, c'est le genre de choses où qu'on ne sait pas. Il faut savoir D'accord. que j'ai personne dans ma famille qui est dans l'investissement immobilier, donc j'étais vraiment seul face à moi-même. Et Mhm. malheureusement, sur Internet, on n'a pas énormément d'informations quand on a ce genre de galère. Du coup, c'est important, encore une fois, de savoir s'entourer. Donc là, je m'étais entouré auprès d'un avocat qui m'a expliqué exactement ce qu'il fallait faire. Malheureusement, je ne pouvais pas récupérer la deuxième partie de la compte que j'avais fait parce que l'entreprise avait disparu. Et tout ça, ça m'a permis déjà de créer des meilleurs process par la suite pour tout ce qui est Mhm. travaux de rénovation. Donc là, maintenant, j'ai un super process, j'ai un super artisan. Mhm. Ça a été une grosse source de frustration, mais comme pour Mhm. tout dans la vie, les grosses sources de frustration, c'est ce qui permet aussi d'être l'élément moteur pour vous lancer dans des projets. Et du coup, suite à cette galère, et j'ai réussi du coup ensuite à enchaîner les opérations et faire des bonnes rénovations. J'ai du coup lancé avec un associé une société de rénovation. On accompagne du coup les clients de la conception aux finitions. Et tout simplement, pour éviter que ces personnes connaissent les mêmes problèmes que j'ai pu avoir, on a voulu du coup lancer cette société pour les accompagner de A à Z. Donc ça s'appelle HomeNext. Vous pourrez regarder sur Instagram. Et c'est un point qui est hyper important, les travaux, parce que malheureusement, beaucoup de gens ne s'y connaissent pas. Moi, le premier, quand j'ai commencé. Et pourtant, c'est quand même des grosses sommes Ah qui sont ouais. sur la table. Donc, c'est hyper important de se faire accompagner pour éviter des problèmes. Donc, ça, c'est le premier projet qui m'est arrivé. Donc, comme tu peux voir, j'ai eu pas mal de galères. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Il y a aussi les charges de copro qui sont élevées par rapport aux autres que j'ai pu acheter. Enfin bref, entre la brute et le net, il y avait une différence quand même qui était plus basse. Ensuite, mon deuxième projet, c'était une découpe à Vitry-sur-Seine, un grand T2 de 32 mètres carrés que j'ai redivisé en deux studios de 15 mètres carrés. Ensuite, j'ai fait un projet à Ivry-sur-Seine, un studio que je voulais reconfigurer en T2. Là encore, une erreur. Mais de toute façon, il y a toujours des galères, hein, que ce soit dans les travaux ou dans l'investissement immobilier. Vous avez une mauvaise nouvelle, vous pouvez bader 2 minutes et après, il faut trouver une solution. Problème, solution tout le temps. Là, c'était un appartement qui était vendu. À la base, je pensais qu'il était vendu libre, sauf qu'il y avait une personne qui était dedans et l'agent immobilier m'avait dit, ah bah il doit partir dans 6 mois. Sauf que bah, moi, j'y ai cru un peu naïvement. Et malheureusement, il y a encore la personne qui est dedans. Donc là, j'ai pas pu faire les travaux. Après, ça va, ça s'autofinance, donc c'est quand même bien. Mais ça m'a quand même, on va dire, freiné au début parce que j'étais, ah, je peux pas faire mes travaux de rénovation, je vais pas pouvoir gagner la rentabilité que j'avais prévue, etc. Ensuite, j'ai fait un projet à Noisy-le-Sec dans le 93, un studio de 23 mètres carrés que j'ai reconfiguré en T2. Celui-là, je l'ai mis en location courte durée. Ensuite, j'ai fait un studio à Vincennes de 19 mètres carrés. Je voulais essayer de voir si je pouvais créer un studio coin nuit parce que moi-même habitant pendant longtemps dans un studio, je sais que c'est bien d'avoir un espace nuit où il n'y a pas besoin de défaire et refaire son clic-clac. Bref, j'ai pas pu, du coup, c'est resté un studio, mais pour le coup, il est magnifique. Et après avoir enchaîné toutes ces opérations, c'était un peu compliqué pour lever de l'argent. Du coup, j'ai commencé à m'associer. Donc, je me suis associé avec mes parents pour investir sur un projet de découpe à Charenton-le-Pont. Charenton-le-Pont, c'était 3 lots qu'on reconfigure en 2 lots en un studio et un T2. Et là, on est en train de faire les travaux actuellement. Donc, il faut que j'aille souvent sur place. Typiquement, j'y suis retourné hier et j'ai vu que les travaux n'avaient pas beaucoup avancé depuis une semaine. Donc, j'ai envoyé un message à mon artisan qui, du coup, envoie un message à son équipe. Et c'est important, la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est important de revenir régulièrement, de voir si ça avance. Et après, je m'entends très bien avec mon artisan. On a une vraie relation de confiance. Mais voilà, c'est important de bien communiquer et de ne pas hésiter à dire les choses
que ça Oui. soit avec vos associés, parce que faut savoir que j'ai terminé mes investissements. Après, j'espère que c'est pas terminé, mais mon dernier investissement, c'est un projet en SCI avec une amie investisseuse qui s'appelle Afro Rentière sur Instagram. C'est Oui. elle qui m'a tout appris dans le métier de la chasse immobilière, de la chasse, dans le métier de chasseur. Et on a fait un projet ensemble. C'est un produit de découpe à Créteil, un Oui. grand T2 pareil qu'on divise en deux studios de 15 mètres carrés. Et là, les travaux sont en cours. Oui. Et c'est important aussi lorsque vous associez Oui. d'avoir une très bonne communication parce que c'est vrai que lorsque vous associez, c'est comme si c'était un sort de mariage. Oui. Sauf que il y a que les inconvénients, c'est-à-dire il y a que gérer l'argent, gérer des problèmes. Il n'y a Oui. pas forcément le côté amour comme dans un mariage. Donc c'est hyper important d'avoir une très bonne communication, de tout se dire. Et j'apprends petit à petit. J'ai fait des erreurs, là j'apprends encore et c'est comme ça qu'on évolue. Et là c'est toujours important de sortir de sa zone de confort et d'évoluer. Du coup, là, depuis octobre, j'ai arrêté mon métier de chasseur pour tout simplement me lancer dans l'entrepreneuriat, que ça soit avec Comnext, du coup, la société pour accompagner les personnes dans leur rénovation, avec Vidal Invest pour accompagner des personnes qui veulent investir, et aussi gérer tout simplement mes biens immobiliers, parce que quand vous en avez 10, au bout d'un moment, c'est un travail quand même à part entière. Oui. Oui. Le but, c'est de déléguer un maximum, que ce soit avec des conciergeries, etc. Mais voilà, il peut arriver des galères de temps en temps, il faut savoir être réactif. Et donc là, en ce moment, j'apprends énormément de choses, que ce soit sur les créations de sociétés, comment en termes de comptabilité, comment ça marche au niveau des factures, etc. Et pour le coup, c'est un régal parce que c'est vrai que le métier de chasseur, je commençais à tout connaître, je commençais même à en avoir un peu marre. Et de toute façon, en termes d'endettement, j'étais arrivé au bout du bout parce qu'il faut savoir que, voilà, comme je l'ai indiqué sur ma bio, je gagnais pas non plus énormément. Et c'est déjà énorme ce que j'ai réussi à lever avec cette somme. Ça, Ouais. C'est j'en clair, suis hein. fier. Mais pour pouvoir scaler et passer l'étape au-dessus, la seule solution, c'était d'entreprendre et de gérer voilà, des fonds et qu'au bout d'un moment, l'entreprise marche bien et de pouvoir investir en société avec du coup cette entreprise ou à titre perso également. Et c'est pour ça que là, je me suis lancé sur ces projets et j'espère que dans 2 ans, ça aura bien marché, que je pourrai recommencer à investir sur des projets. Donc là, ça fait bizarre, j'ai qu'une envie, c'est quand je vois des pépites de pouvoir investir. Donc là, je le fais pour des clients en ce moment. Et c'est vrai que ça me manque de plus pouvoir aller à la chasse au financement, aller sur le terrain. Donc je le fais par intermédiaire, mais j'ai hâte quand même d'avoir la capacité d'endettement pour pouvoir réinvestir et me relancer sur d'autres projets. Ok, mais c'est déjà très très bien, hein, parce que c'est pas tout le monde non plus qui arrive à lever autant d'argent, tu vois. Même Ouais. avec un salaire plus élevé, hein. Ouais, après, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance aussi d'être dans un environnement propice pour investir. J'ai mes amis qui sont investisseurs, qui sont aussi chasseurs. J'avais énormément de temps et de liberté pour pouvoir chasser et du coup travailler aussi sur mes projets perso. Donc ça, j'en suis conscient. J'ai de la chance par rapport à ça. Après, j'ai aussi charbonné et c'est pas venu d'un coup comme ça. J'ai aussi dû faire des sacrifices en termes de charges et c'est vrai que parfois lorsque vous êtes avec votre copine et que elle veut par exemple partir en week-end ou partir à un restaurant, bah, vous passez un peu pour le relou pour dire bah il faut que je fasse attention, il faut que j'investisse, etc. Une fois, elle peut comprendre, 2 fois, 3 fois, 4 fois, finalement, ça peut créer voilà, des problèmes. Donc, c'est toujours un juste milieu à trouver. Et de toute façon, dans la vie, je pense qu'il faut créer un déséquilibre pour avoir ensuite certaines choses. Et il faut savoir parfois perdre du kiff pour ensuite plus profiter par la suite. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça plus jeune. Et si vous le faites pas plus jeune, vous le ferez pas plus tard parce que là, j'ai de la chance actuellement du coup de me lancer. Je suis jeune, je suis célibataire, je suis en bonne santé. Donc si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, c'est important de se lancer. Et encore une fois, comme je l'ai dit en début de podcast, l'action, c'est ce qui est le plus important. Je respecterai toujours une personne qui a fait un achat immobilier, même s'il est mauvais, plutôt que quelqu'un qui a fait 20 000 formations, qui connaît par cœur la fiscalité, mais qui a jamais eu les corollaires de passer à l'action. Ouais. Et pour le coup, c'est bien gentil d'avoir des idées, mais l'action, pour le coup, c'est le plus important. Ah, c'est clair. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça qu'on apprend Exactement. aussi.
quand vous faites une erreur et que vous la prenez en pleine gueule, je peux te dire que tu la retiens plus facilement que si Ouais, c'est tu regardes une vidéo tranquille sur ton canapé où il dit faites attention à bien vérifier vos artisans. ouais. Quand c'est toi, ça arrive directement. Je peux te dire qu'après, tu fais un peu plus gaffe. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la pression quand on te dit quelque chose et quand tu le vis, Ah bah c'est ça, c'est complètement sûr, hein. différent. Après, gérer la pression, c'est hyper important. Il faut savoir contrôler ses émotions. Et il y a un point aussi qui est important, je pense, à mentionner, c'est l'entourage. Ouais. Typiquement, pendant longtemps, j'en ai pas parlé à mes amis ou même à mes parents de mes projets. Je leur en parle que une fois que c'est réalisé. Pourquoi? Parce que l'entourage, ça peut être un frein parfois à l'investissement parce que à vouloir trop vous protéger, ils veulent pas que vous preniez des risques. Et ce qui est aussi compréhensible. Si j'écoutais mes parents à la base, ils auraient kiffé que je fasse un CDI, que je gagne, je fasse du consulting, je gagne 2 500 € par mois, que je gagne bien ma vie, que je parte 3 semaines en vacances l'été. Enfin bref, la vie du Français moyen. Et moi, c'est pas ce qui me plaisait. Et c'est pour ça que faut pas hésiter parfois à ne pas forcément donner toutes les informations à votre famille ou à vos amis, mais en parler qu'une fois que c'est fait. Et je me souviens, la première fois que j'avais indiqué quand j'étais étudiant que j'avais investi sur 2 places de parking à mes amis, pour moi, c'était un peu je pensais qu'ils allaient réagir en mode waouh et tout, incroyable et tout. Au final, ils étaient ah d'accord. Ils avaient reparlé d'autres choses. Et c'est là aussi, c'est important de faire des choses pour soi et pas pour les autres. Ouais. Parce que pendant longtemps, je voulais investir, je voulais que les autres aient la même pensée que moi, sauf que malheureusement, on est tous différents et heureusement. Et que si certaines personnes ne sont pas à fond dans l'immobilier, bah, c'est pas grave, faut les laisser. Et Ouais. se créer un réseau qui, eux, à l'inverse, sont fans d'immobilier. Ouais, j'ai 3 très bons amis qui ont été chasseurs, avec qui, pour le coup, quand je suis avec eux, on parle IMO tout le temps. Et en plus, c'est des vraies discussions. Ouais. Et ça, pour le coup, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est vrai que malheureusement, lorsqu'on est en soirée et que certaines personnes parlent d'immobilier, parfois on entend un peu de tout. Donc j'ai la flemme de me répéter. Du coup, je dis Ouais. oui, je fais de l'investissement immobilier, je reste un peu vague. Mais c'est un peu le problème parfois, c'est que l'immobilier, il y a très peu de personnes qui ont une éducation sur l'immobilier. Et c'est aussi pour ça que c'est important, à travers des comptes Instagram, des vidéos, de donner du contenu pour que monsieur tout le monde puisse éviter de faire des erreurs. Mes parents, au début, m'écoutaient pas trop, mais maintenant qu'ils ont vu que ça marchait bien, bah, ils m'écoutent un peu plus. Ça, c'est Ouais. cool. Et c'est important de prouver par des actes et pas par des mots que ce que vous faites enfin, c'est pas la vérité, mais en tout cas, ce qui se rapproche de la vérité. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ouais, c'est mieux de voir du concret parce que finalement, on peut dire ce qu'on veut, comme tu dis. On C'est peut ça. être un expert en immobilier, en fiscalité et ne jamais avoir rien fait finalement. Donc, Sur le Instagram game, j'en vois tellement des bullshitters, c'est impressionnant. Après, c'est un business à part entière et c'est vrai que le coaching, maintenant, c'est limite grâce à ça que certaines personnes gagnent plus d'argent qu'à travers vraiment leur immobilier. ouais, Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'à travers des formations, les personnes gagnent beaucoup d'argent en parlant d'immobilier, mais au final, ils gagnent pas à la base beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Donc, c'est un peu le cercle vicieux de l'immobilier sur Instagram parfois. Et c'est pour ça que c'est important de savoir choisir les bonnes personnes et ne pas écouter tout le monde. Après, il y en a qui sont très bons et il y a des très bons marketeurs. Ils sont pas forcément bons en immobilier, mais ce sont des très bons marketeurs et ça, pour le coup, je le reconnais. Et après, c'est là où on voit aussi l'importance du marketing parce qu'avec un bon marketing, vous pouvez vendre n'importe quoi. ah oui, exactement. Exactement. Et oui, alors on n'a pas parlé de rentabilité, donc dis-moi si sur tes biens, tu as à peu près t'as une fourchette de renta à peu près? Ouais. Alors de toute façon, j'ai plus les chiffres en tête comme ça. Et Ouais, chaque fois que je faisais un projet, le minimum que j'attendais, c'était un autofinancement. Donc pour être d'accord. sur un autofinancement, il faut minimum 6% de rentabilité nette. Et sur tous mes projets, du coup, je suis en autofinancement et je gagne même plus. Euh, sur celui du studio de Villiers, je l'ai mis en location courte durée et j'ai en règle générale quand il faut savoir que quand j'étais en location longue durée, je gagnais 650 € par mois et depuis que je l'ai mis en courte durée, ça a doublé. C'est entre 1 100 et 1 200 € par mois. Celui de Vitry-sur-Seine, les deux, ils sont en courte durée. Pour le coup, ça marche très bien. Celui de Ivry, bah, il est en location nue à une personne. Donc là, je gagne 550 € par mois. Je perds 50 €. Ça Ouais. s'autofinance pas exactement. Donc, c'est pas grave parce qu'elle me paye en cash et du coup, ça me permet d'avoir de la trésorerie en cash en cas de pépite pour pouvoir du coup sortir de l'argent rapidement. Parce que c'est le problème aujourd'hui avec les banques, c'est si vous avez besoin de cash, malheureusement, vous pouvez pas les sortir rapidement. Et c'est l'intérêt d'avoir du cash ou de la crypto-monnaie pour avoir
des montants que vous pouvez sortir rapidement. Sur Vincennes, c'est un locataire qui est en place, un étudiant. Pour le coup, ça se passe très bien. Ça s'autofinance aussi et j'ai un peu au-dessus. Noisy-le-Sec, c'est en location courte durée. J'avais mis sur ma bio toutes les annonces de mes biens. Vous pourrez les retrouver normalement dans ma bio. Et Charenton et Créteil, on verra en fonction de la stratégie. Parce que ça soit la longue ou la courte durée, chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. La longue durée, pour le coup, c'est vraiment passif, c'est-à-dire que vous mettez un locataire en place et après vous êtes tranquille. L'inconvénient, c'est que bah, c'est quand même moins rentable que la courte durée. Et l'avantage de la courte durée, pour le coup, ça dégage énormément de cash flow. Après, l'inconvénient, c'est que bah, il y a des petits problèmes de temps en temps. Après, même si vous déléguez à une conciergerie, parfois la conciergerie vous fait remonter ces problèmes et du coup, vous devez faire l'intermédiaire entre la conciergerie et votre artisan. Mais pour se générer des revenus complémentaires, c'est sûr que la location courte durée, c'est super. Et comme du coup, je viens d'arrêter mon, mon- mon métier de chasseur et que voilà, j'ai besoin de revenus complémentaires, le fait d'avoir tout remis en courte durée, ça me permet d'autofinancer et d'avoir des revenus complémentaires. Et comme aussi j'ai plus de temps pour gérer ça, c'est aussi pour ça que je le fais. Mais pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps, ce que je conseille, c'est plus de faire de la location longue durée et de pas forcément vouloir chercher des gros montants parce que c'est comme pour tout. Plus vous avez une mode rentabilité, il y a des problèmes à résoudre et plus c'est risqué. Et moins vous avez de rentabilité, plus c'est patrimonial, moins c'est risqué et plus vous êtes sûr d'avoir votre argent tous les mois. Donc c'est toujours un équilibre, ça dépend de l'âge, de votre situation, de votre état d'esprit. Et après, chacun fonctionne différemment. Mais moi, actuellement, j'avais mis pas mal du coup en longue durée et là, je les ai passés en courte durée. Tant que c'est encore possible sur le Val-de-Marne, parce qu'il y a de plus en plus Ça, de c'est cool. législation qui va l'interdire, ce qui serait dommage parce que quand on voit ce qui se passe sur Paris et qu'aucun touriste euh, de classe moyenne ne peut se loger à Paris, c'est quand même incroyable parce que les personnes qui viennent, la dernière fois, c'était marrant, je me suis baladé vers le Louvre, Paris, etc. Et c'était impressionnant tous les touristes qu'il y avait. Et tous ces touristes que je voyais sortir des hôtels, c'était des personnes qui devaient payer, je sais pas, 600 euros la nuit, etc. Et on pense pas en fait à la classe moyenne qui, elle, ne peut pas se payer 600 euros pour un Airbnb en plein Paris. Et du coup, c'est pour ça qu'ils préfèrent aller en Ça première va couronne. mieux. Et mine de rien, ça permet aussi de dynamiser ces régions qui, jusque-là, étaient un peu oubliées. Et c'est un peu le problème parfois quand l'État veut se mettre veut un peu rentrer dans le marché immobilier. Il veut rentrer avec des bonnes idées, mais malheureusement, le marché a toujours raison et il arrive toujours à se rattraper et à retomber sur ses pattes, que ça soit par exemple la loi des PE qui, sur les logements anciens, est quasiment impossible à mettre en place, où vous devez mettre parfois 15 centimètres d'isolation, vous perdez du coup du mètre carré. Et c'est vrai que sur des immeubles, là typiquement où je suis, dans la chambre où je suis, il y a des moulures. Si on devait écouter cette loi, on devrait du coup rajouter du faux plafond pour isoler et on perdrait ces moulures. Et c'est vrai que moi, pour le coup, quand on est fan d'immobilier, on devient fan d'architecture et C'est vrai. après on devient fan d'histoire. Et pour le coup, je suis un grand fan d'architecture. Et quand je marche dans Paris et que je vois ces beaux monuments, ces beaux immeubles haussmanniens, je me dis, mais malheureusement, tous ces immeubles, ils auront toujours des notes DPE mauvais, même si vous mettez énormément d'isolation. Euh, donc voilà, c'est la problématique. Quand l'État veut veut contrôler le marché, malheureusement, ils connaissent pas forcément l'immobilier et c'est un peu compliqué à mettre en place, comme le permis de louer. Là, à Villiers-sur-Marne, j'ai eu cette problématique, c'est qu'ils veulent mettre en place le permis de louer, sauf qu'ils se rendent pas compte qu'à la base, le permis de louer, c'est pour lutter contre les marchands de sommeil, sauf que les marchands de sommeil, ils s'en foutent, ils passeront jamais par le permis de louer. Et du coup, ça emmerde plus les bons propriétaires comme moi, si je peux me permettre, qui, eux, respectent les règles. Là, maintenant, il faut demander à la mairie qui passe pour voir si l'appartement n'est pas vétuste. Donc, encore une fois, d'un point de vue théorique, c'est super. Mais d'un point de vue pratique, c'est impossible à mettre en place ou c'est très compliqué. Et lorsque vous voulez changer de locataire, vous ne pouvez pas attendre 2 ou 3 mois. Vous avez besoin de changer rapidement parce que c'est pas que vous êtes cupide, c'est juste que vous avez un prêt bancaire à rembourser tous les mois. Et si vous ne pouvez pas le financer, bah, vous avez les problèmes. Et le problème, c'est qu'ils ont fait ça du coup pour lutter contre les marchands de sommeil, sauf que les marchands de sommeil, ils s'en foutent. Ils continuent à faire ça en sous-marin. Et bref, il y a plein de lois comme ça qui sont sorties qu'ils ont un peu sorti de leur chapeau. Et il faut savoir s'adapter. Et j'espère que certaines lois seront modifiées par la suite. Ok. Et on va parler un petit peu de financement rapidement, hein.
Ouais, Toi, en fait, les financements pour les appartements que tu as achetés, les banques, elles ont pris quel mode de calcul? Parce que c'est intéressant, parce qu'avant, il y avait le différentiel ou les 35%, mais bon, après, 33% à l'époque, d'ailleurs. Et en ouais, plus, on pouvait dépasser, on va dire, allègrement à c'est l'époque. ça. Donc, est-ce que c'était plutôt différentiel ou plutôt 33%, toi? Alors, moi, quand j'ai commencé, c'était du coup en 2020. C'était encore, enfin, c'était pas encore, c'était une bonne période pour chercher, pour lever de la dette. Je suis, comme je t'avais raconté du coup tout à l'heure pour les places de parking, je suis allé voir des banques en Bretagne, dans des petits villages, et elles vont suivre assez facilement. Après, ce qu'il faut faire, c'est que pour le coup, ce que je conseille, c'est de ne pas passer par un courtier, sauf si vous avez vraiment pas de temps, c'est de vraiment aller au charbon et le chercher vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est hyper important de rencontrer le banquier. Par exemple, j'aurais pu le faire en appel téléphonique pour présenter mon projet, mais j'ai toujours pris le train et investi pour aller directement sur place et me présenter et vendre mon projet parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et lorsque l'on parle de son projet, on utilise les bons mots, alors que lorsqu'il y a des intermédiaires, forcément, c'est un peu moins vendeur. Et c'est hyper important de se motiver là-dessus. Et le financement, vous Ouais, pouvez déléguer plein de choses. Le financement, c'est l'étape la plus importante parce que si vous n'arrivez pas à lever telle ou telle somme d'argent, tout le projet ne sert à rien. Et c'est pour le coup, c'est limite pour moi le plus important, le point le plus important. Et en 2020, pour moi, c'était encore du différentiel. Après, par la suite, ça a un peu changé. J'ai toujours réussi à investir sans mettre d'apport, ouais, hormis mon dernier projet, avant-dernier projet, enfin mes deux derniers projets en SCI. Après, en ouais. société, c'est un peu différent où ils demandent un peu d'apport. Mais jusque-là, j'ai pu ne jamais mettre d'apport. Après, c'est un jeu de négociation. Déjà, il faut arriver avec un beau dossier, Ouais. tout beau, tout bien présenté. Il faut arriver aussi, il faut connaître les règles du jeu, savoir ce que gagne le banquier, savoir ce qu'il perd en passant par vous. Ouais. Et le fait de demander un différé d'emprunt, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous avez des loyers, vous pouvez du coup toucher pendant 2 ans ces loyers directement dans votre poche et utiliser par exemple ces loyers pour un apport pour un autre projet et du coup créer un cercle vertueux. Ne pas hésiter à dire que vous souhaitez du coup mettre zéro apport, mais que vous êtes prêt à passer par la PNO avec eux. Il faut Ouais. savoir que les banques encore en plus aujourd'hui, elles gagnent rien sur les prêts immobiliers. Par contre, elles gagnent plus sur les assurances, sur les épargnes, etc. Montrer que voilà, vous êtes prêt à ouvrir un nouveau compte épargne, ouvrir une assurance vie. Enfin voilà, faut leur donner des petits points où ils peuvent se dire ah c'est vrai qu'en passant, en lui acceptant le crédit, ça peut m'amener de l'argent. Et parce que le banquier, voilà, c'est un commercial, c'est un négociateur, et il veut aussi gagner son pain. Et pour le coup, c'est vraiment un jeu de négociation. Et après, c'est comme pour tout, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Pour le coup, le premier projet, ça va, j'ai vu une banque, ça a marché direct. Mais certains projets, j'ai dû en faire, je sais pas, 8 ou 10. Et au début, on n'est pas trop bon. Après, petit à petit, lorsqu'on a une objection, on sait exactement comment répondre. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on devient excellent et qu'on sait lever de l'argent. Mais on peut passer par un courtier, mais moi, je conseille vraiment de le faire par soi-même. Et même si vous perdez votre samedi après-midi, eh ben, perdez votre samedi après-midi parce que mieux vaut perdre un samedi après-midi et pouvoir lever X milliers d'euros sans apport ou même si vous mettez un peu d'apport, il ne faut pas se dire je mets pas 2500 euros d'apport pour ce projet. Si vous pouvez mettre 2500 et que vous levez 300 000 ou 150 000, c'est toujours hyper intéressant. Et c'est ça qui est beau avec l'immobilier. J'aurais jamais pu avoir toute cette somme d'argent avec la bourse ou avec les crypto-monnaies. Parce que ce qui est beau avec l'immobilier, c'est l'effet de levier. Et c'est avec rien, vous pouvez lever X milliers d'euros. Et une fois que vous comprenez ça, c'est magique. Et c'est hyper important, comme je viens de te le dire, du coup, d'aller au charbon et de présenter soi-même ses dossiers et de faire un beau dossier tout propre et être très pro et très carré tout au long de l'échange pour montrer que voilà, la banque vous fait confiance et elle est prête à vous donner de l'argent à un pro. Il faut vraiment se faire passer pour un professionnel. Exactement. Pour professionnaliser, c'est comme ça qu'on y arrive maintenant, parce que on va dire, ça devient plus difficile d'obtenir des crédits en ce moment. Donc, faut C'est se ça. professionnaliser au maximum
pour avoir plus de chance, entre guillemets, voilà. C'est ça, il y a des solutions pour tout pour le coup, parce que certes, quand j'ai commencé à investir, les taux de, les taux de, mince, les taux du crédit immobilier étaient très, très faibles. Mais aujourd'hui, ils ont pas mal augmenté, mais c'est pas un souci. C'est pas parce qu'ils augmentent. Il faut savoir que moi, chaque fois que je négociais avec le banquier, il me demandait, et vous cherchez quel taux? Je lui disais, moi, je m'en fous du taux. Tant que vous Mhm. me financez, que j'ai un autofinancement, c'est le plus important. Mhm. Aujourd'hui, typiquement, chaque fois, j'ai un repas de famille, ma mère, elle me dit, oh, vous avez vu, enfin, t'as vu, Mathéo, les taux, ils augmentent. Et je n'ose pas lui dire que je m'en fous, mais en vrai, je m'en fous. Parce que, tant que vous avez un autofinancement, vous vous en fichez. Ouais. Deux, ce taux, de toute façon, ça vient s'amortir en tant que louer meublé non professionnel, donc ça vient baisser votre imposition. Et trois, il faut savoir que de toute façon, un bien immobilier, c'est pas fait pour le garder 20 ans. C'est hormis des biens patrimoniaux, un bien immobilier, vous allez le garder le temps d'avoir votre déficit foncier de 8 à 10 ans. Et une fois que votre déficit foncier sera du coup terminé, vous allez vous faire massacrer en termes d'impôts. Donc le plus intéressant, c'est de revendre pour acheter un autre appartement et se recréer du déficit foncier. Et si cet appartement, pour le coup, d'un point de vue patrimonial, est intéressant, le racheter en SCI, un, ça vous crée des liquidités. Et deux, ça permet de garder ce bien dans votre patrimoine. J'ai certains biens où je suis plus attaché que d'autres dans mon patrimoine. Et typiquement, celui de Villiers, le jour où je le revends, je ne le garderai pas, je pense, dans mon patrimoine. Après, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais c'est important par la suite de savoir arbitrer ces biens et pouvoir racheter. Et pour le coup, le déficit foncier, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on n'est pas comme la même mentalité de nos parents où on va acheter un bien pour le garder sur 20 ans. On est sur une vision moyen terme, 8-10 ans. Le déficit foncier, vous n'en avez plus. Pour le revendre, acheter autre chose. Et au début, on s'attache beaucoup à ces biens. Après, il faut se dire que c'est un produit financier. Il faut le prendre comme un tableau Excel. Ça vous rapporte de l'argent, vous le gardez. Ça vous apporte de l'argent, mais il y a beaucoup de problèmes à voir. Ça vous rapporte rien, vous vendez. Il faut être Exactement. très terre à terre après. Tout à fait. Voilà, on a fait très bonne discussion, hein. Ça fait presque 1 heure, je crois qu'on est, Putain, qu'on est déjà, ensemble. Ouais, ça passe déjà, ouais. vite. Ça passe. Ouais. Et alors, j'ai une question que j'aime bien poser à la fin. C'est, Ouais, alors, toi si j'ai bien compris, tu as commencé à investir en 2020, c'est ça? Tu m'avais dit, donc c'est en gros, c'est ça. ça, hein, sur le... 2000, je me suis, attends, plus jeune même. Enfin, j'ai commencé à investir en 2020 dans des D'accord? appartements C'est ça, voilà. et en 2017 dans des parkings. D'accord. Donc, en gros, à partir de 2020, en fait, pour constituer ton patrimoine actuel hors parking, je dirais, c'est 2020, c'est 2 ans, quoi, on va dire. Ça fait 2 ans. Exactement. Et là, pour Et le coup, j'ai puis, charbonné. J'ai charbonné, que ce soit en termes de charges, je faisais attention de ne pas trop dépenser. Je cherchais un maximum d'appartements. J'ai fait un maximum de levées de financement. Faut pas hésiter à aller voir plusieurs banques différentes. Et ouais, c'est sur ces 2 ans, pour le coup, j'ai charbonné, je me suis mis à fond. ouais. Et là, je voudrais quand même préciser à ceux qui écoutent hein, que souvent, enfin, un peu moins quand même, on entend qu'on peut devenir rentier très rapidement, mais je voudrais préciser que 2 ans, c'est quand même très rapide. Pour, Après, c'est après, vraiment rapide, c'est bien. Non, c'est vrai, après, c'est c'est rapide. top. Après, je me considère pas comme rentier. Ouais. J'ai des revenus complémentaires, mais ça me Mm. permet de. Là, si j'arrêtais de travailler, ça permettrait de survivre, mais ça me permettrait pas de vivre. Et ça, c'est important à signaler. On ne devient pas riche rapidement avec l'immobilier. On Mm. devient riche rapidement avec de l'entrepreneuriat ou avec les cryptos encore. Mais avec l'immobilier, c'est vraiment sur du moyen long terme où on s'enrichit. Et c'est beau ce que j'ai fait, mais j'ai un ami investisseur. Lui, il avait levé plus de 2 millions en 3 ans. Et pourtant, il a 2 ans de moins que moi, c'est un 97. Et il vient d'un petit village en Bretagne. J'ai une amie, du coup, afro-rentière avec qui on s'est associé, qui, elle a eu du mal à se lancer au début, mais une fois qu'elle a vu qu'on était un petit groupe et qu'on était motivé, elle a tout éclaté. Elle a levé, je sais plus combien, mais aussi au-dessus du million. Voilà, faut s'entourer des bonnes personnes qui sont motivées et avec qui vous créez un dynamisme. Et si j'étais pas avec ces trois personnes et que j'étais pas avec la personne qui avait levé 2 millions, moi, je me serais dit, putain, j'ai 2 parkings, je suis déjà bien. Et c'est quand j'ai rencontré ces personnes-là que je me suis dit, mais en fait, je suis un petit joueur, je suis un petit player. Et c'est important de traîner avec des personnes meilleures que vous pour vous motiver parce que c'est humain. Après, on reste sur ses capacités. Et si
en ayant acheté uniquement de parking, je me sentais le boss, alors qu'au final, j'étais un petit joueur, quoi. Mais c'est important de toujours sortir de sa zone de confort et de rencontrer des personnes meilleures que vous et de networker pour ça. Exactement. Alors, donc ma question c'est, alors si une personne veut faire comme toi, donc une personne là qui on va dire, qui travaille, qui a à peu près le même salaire que toi tu avais à Ouais. l'époque, et qui te dit, bah, moi j'aimerais bien faire comme toi, donc quel serait ton conseil? Il y a deux Si on peut possibilités. en donner qu'un, on va dire. C'est ça. Il y a deux possibilités. Soit ça va prendre de son temps, soit ça va prendre un peu de son argent. La première possibilité, ça va prendre de son temps, c'est-à-dire il va falloir qu'il aille déjà sur la partie terrain, donc c'est-à-dire rencontrer des apporteurs d'affaires, créer un relationnel, se présenter, leur envoyer des critères de recherche, trouver l'appartement, faire la recherche de financement, etc. Ça, c'est possible pour tout le monde. Le seul inconvénient, c'est que ça demande du temps. Ouais. La deuxième possibilité, c'est de passer par des sociétés qui proposent d'accompagner ces personnes, où là, en termes de temps, forcément, bah, vous déléguez. Après, forcément, tout ce qui se délègue, bah, forcément, ça se paye aussi. Et ça, c'est aussi une autre possibilité. Donc, ça varie en fonction de chaque profil. Si vous avez plus de temps, en effet, faites ça. Si vous en avez un peu moins, mais que vous préférez déléguer, faut pas hésiter à passer par des sociétés qui peuvent du coup vous proposer de s'occuper de tout de A à Z pour vous. Ça varie vraiment en fonction des profils. Et typiquement, moi, j'ai des parents qui sont kinésithérapeutes. C'est très compliqué d'avoir du temps pour investir et chercher des opportunités, etc. Et quand on est en profession libérale, souvent le mieux, c'est de pouvoir déléguer. Il faut savoir que même moi, à titre perso, je délègue certaines tâches où je sais que pendant cette heure-là, je pourrais gagner plus en termes d'argent. Et c'est plus intéressant de déléguer parfois sachant que vous pouvez gagner plus pendant cette période où vous déléguez que vous le faire vous-même. Et c'est important d'avoir cette mentalité aussi de rentabilité sur votre temps, parce que le temps, c'est une valeur qui est précieuse. Et c'est important aussi de gérer. Et de toute façon, en général, les investissements, c'est toujours un trio. Il faut trouver le bon accord entre temps, énergie et argent. Parce Ouais. que parfois, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais ça vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Parfois beaucoup d'argent, mais ça vous prend beaucoup d'énergie et en termes de temps, ça va. Donc c'est un trio il faut savoir se positionner en fonction de votre profil et de ce que vous souhaitez aussi avoir comme objectif. Moi, mon objectif, c'était vraiment de lever X millions d'euros en 2 ans. Et la fin justifie les moyens. Et après, voilà, si vous êtes motivé, il faut. Et ne pas hésiter à rencontrer des gens qui sont dans la même étape que vous et qui recherchent aussi des appartements. Parce que c'est vrai que parfois, on peut être démoralisé si on a une offre qui est refusée ou si on a un refus d'un prêt bancaire. Il faut bader pendant quelques minutes et après, tac, essayer de trouver une nouvelle solution et repartir à la guerre. Mais c'est vrai qu'il faut un état d'esprit conquérant et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sur le chemin. Et chaque problème a ses solutions. Il faut juste trouver ses solutions, quoi. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire parfois. Ouais. Mais il faut passer à l'action, en tout cas, c'est le plus important. Si je dois résumer ce podcast, c'est vraiment passer à l'action. Ok, très bien. Ah, dernier petit mot sur ton Ouais, coaching, parce que j'ai vu que tu faisais un coaching, potentiellement un exactement. coaching d'1 heure. Exactement. En fait, du coup, suite à de ma rentier, mes différents invests, etc., il y avait plus en plus de personnes qui me proposaient de prendre un café, proposaient de m'appeler, etc. Donc au début, j'appelais, je leur donnais plein d'infos, etc. Et après, ils passaient à autre chose. Et c'est vrai que tout simplement, là, j'ai de moins en moins de temps entre mes différents projets, etc. Et je me suis dit, bah, autant du coup me donner à fond en proposant du coup un coaching personnalisé et me prendre 1 heure où je donne un maximum de contenu et le rendre payant. Parce que pour moi, il y a un point qui est hyper important, c'est d'avoir le meilleur rapport temps-argent. Et lorsque j'utilise du temps pour une personne, soit elle m'apporte quelque chose et du coup, forcément, je passe du temps avec lui, soit elle m'apporte rien et là, forcément, soit elle m'apporte de l'argent, soit elle m'apporte autre chose. Mais c'est vrai que par exemple, mes amis, c'était Sadek, un rappeur. Il avait fait une interview qui était hyper intéressante où il racontait ça. Il disait, oui, moi, je suis quelqu'un d'intéressé. Du coup, le journaliste, il dit, mais quoi, tu dis que tu es intéressé? Il fait, oui. Si je traîne avec mes amis, c'est parce que j'ai envie de passer du bon temps, donc oui, je suis intéressé. Si je traîne avec, moi, par exemple, avec certaines personnes, c'est qu'ils peuvent m'apporter
certaines choses. Et en fait, chaque personne doit vous apporter quelque chose. Et s'il vous apporte rien, bah, malheureusement, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant de passer du temps avec elle. Et c'est pour ça, du coup, j'ai voulu mettre en place ces coachings pour, du coup, apporter un maximum de valeur ajoutée et être vraiment focus pendant 1 heure là-dessus. Et tout simplement aussi pour me dégager du temps et pouvoir être focus sur mes projets. Et si la personne est vraiment intéressée, parce que c'est pas un prix hyper élevé, mais lorsqu'on veut avoir un maximum de conseils et vraiment passer le next step, faut pas hésiter à payer. Et c'est vrai que parfois, c'est la nature humaine. Les personnes veulent toujours recevoir avant de donner. Et c'est humain après, hein, malheureusement. Et dans la vie, il faut aussi savoir donner quelque chose pour ensuite recevoir, ou parfois même donner sans retour. Et que ce soit avec mes apporteurs d'affaires, j'ai souvent offert des cadeaux sans forcément attendre quelque chose de retour, en me disant bah, peut-être qu'un jour, ils me proposeront un bien. Et c'est comme ça que parfois que j'ai eu des pépites. Quelques mois après, ils me disaient ah bah Mathéo, j'ai un bien qui peut être intéressant. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai mis cette offre de coaching en place pour aussi, du coup, voilà, recevoir, pour donner ensuite. Et voilà, créer un juste milieu entre les deux. Et encore une fois, j'ai pas de temps, malheureusement, pour prendre des cafés par-ci, par-là, de partout. Et c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé, même si on pourrait croire que je fais pas grand-chose sur les réseaux. Mais pour le coup, je bosse beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place, je me forme beaucoup en ce moment sur le marketing, sur les emailing, sur les social media. Et c'est ça qui est sympa. C'est ça le kiff aussi, c'est de découvrir de nouvelles compétences et se lancer dedans. Ok, très bien. Eh ben merci. Merci pour Bah, ce merci à toi. temps. Merci pour la valeur aussi, toujours hein, tu sais, que tu vas apporter à ceux qui vont écouter le podcast, parce que c'est forcément, ils vont apprendre des choses. Donc, je connais un Yes. peu le profil des auditeurs, donc ça va leur apprendre pas mal de choses. Et c'est toujours motivant aussi d'avoir le retour de quelqu'un qui a réellement investi aussi. Ça, Ouais. c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir proposé. C'était mon premier podcast, donc j'espère que j'ai pas été trop mauvais. Et Non, ça va. j'espère que j'ai. Très bien, quand même. Et bah, nickel. Et bah, Ok, merci beaucoup, en tout cas, Kevin, et bah, bonne journée à toi. merci. Et on se tient au courant si tu as besoin d'aide, n'hésite pas en tout cas. Ok, à bientôt. Allez, à plus. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Alors, pour retrouver Mathéo et suivre son actualité, rendez-vous sur Instagram. Donc, demain, rentier. N'hésitez pas à le solliciter si vous avez des acquisitions à faire ou des travaux. Pour me suivre, c'est KMR Invest, donc toujours sur Instagram, ou Cash Cash Podcast. Je vous invite à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur ce sujet ou sur un autre. Et je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se laisse en musique et à très bientôt pour un nouvel épisode. Dama